Tous les week-ends, 12h45, Passion discrète avec Binti B. Mon invité aujourd'hui dans Passion discrète, c'est l'immense guitariste Wax. Il a fait des duos avec Le Juice, A2H, Louvresval, Pomme ou encore Camélia Jordana. Sa passion pour le basket n'est pas si discrète quand on regarde ses réseaux sociaux. C'est pour cela que je l'ai retrouvé sur le terrain de basket sous le métro Glacière, dans le 13e arrondissement de Paris, pour en savoir plus. J'aperçois Wax au loin avec son ballon et son maillot de basket. Comment ça va ? Ouais, toi ? J'ai eu peur que tu me plantes. Waouh, mais non, c'est vrai ? Pourquoi t'as eu peur que je te plante ? Je sais pas, j'ai eu peur. Je suis désolé. T'es tout beau ? Le short ? Ouais. Le débardeur. En fait, je viens souvent tôt le matin et j'ai toujours ce même outfit en fait, très simple. J'essaie d'être le plus simple possible pour pas me prendre pour ce que je suis pas. On est au terrain de basket sous le métro Glacière. Tu viens t'entraîner ici avec ton équipe. Alors, je viens pas m'entraîner ici sur ce terrain avec mon équipe. Je viens m'entraîner juste à côté. Il y a un stade. Mais ouais, je viens moi tout seul, en tout cas. Me recharger. C'est quoi la fréquence ? Il n'y a pas de fréquence parce que quand il y a des concerts ou des trucs comme ça, je joue pas parce que si je me fais un truc au doigt, l'assurance, mon tourneur, enfin tout le monde m'en veut. Donc en général, je viens surtout l'été et je viens tôt le matin quand il y a personne. Et des fois, je fais des pick-up games avec des gens, mais ça c'est vraiment l'été quoi. En gros, on se connaît pas, on est une dizaine de joueurs, on fait un 5 contre 5 et on choisit au début qui va jouer dans quelle équipe en faisant des shoots. Celui qui les rentre est dans une équipe, celui qui les rentre pas dans l'autre, enfin tu vois, c'est des trucs comme ça. S'il y a des mauvais, ils sortent, des bons, ils re-rentrent, enfin tu vois, voilà, c'est des petits jeux entre nous quoi. Un petit panier pour la radio ? Ouais. Premier coup. Incroyable, c'est vrai que ça ne s'entend pas. Passion discrète. Wax, ta passion discrète, c'est le basket, ça vient d'où tout ça ? Alors ça vient de mes parents et de ma famille. En gros, mon oncle était champion de France individuel à une époque où il y avait des championnats de France individuels, ça n'existe plus maintenant. Et il avait gagné en finale contre Alain Gilles, qui est une légende du basket français. Mon père, lui, jouait à Istanbul avec les Arméniens d'Istanbul et à un niveau, je crois, un peu l'équivalent de la région en France maintenant. Et ma mère était championne d'Indre. Donc vraiment, il n'y a que du basket dans la famille. Tout le monde joue, mes cousins, mes cousines, enfin tout le monde est licencié quelque part dans une équipe. Et donc dès que j'étais petit, c'était une religion le basket quoi. Du coup, tu étais en club, tu jouais plusieurs fois par semaine ? Alors oui, j'étais inscrit, je crois de mon plus vieux souvenir, c'était à la Grand Jobel, là où on vivait. Je devais avoir 4-5 ans, j'ai été inscrit en poussin et puis après on joue en club. Moi j'avais pas le talent requis et je pense que j'avais pas la discipline non plus requise. Mon frère lui a vraiment joué à un niveau beaucoup plus haut, mais par contre j'ai toujours adoré jouer et j'ai toujours surtout adoré regarder la NBA quoi. Est-ce que tu as eu des prétentions ou tu t'es tout de suite dit je finirai pas en NBA ? Non, j'ai eu des prétentions évidemment. J'étais persuadé, il y avait un terrain à la Grand Jobel justement dans le 10e arrondissement à Paris où il y avait des voitures qui passaient à côté. Des fois je shootais et j'espérais qu'il y ait un recruteur NBA qui passe et qui me voit shooter, enfin une histoire un peu à l'américaine où je devais avoir 12 ans. Et oui, et quand je jouais en club après j'étais à fond, j'étais là, si ça se trouve peut-être qu'il y a quelqu'un d'une université genre Maryland ou Michigan qui va venir et qui va nous recruter. Enfin voilà, c'est que dans ta tête, mais voilà, très rapidement, j'ai su qu'il n'y aurait pas d'issue. Est-ce que ça a été violent de se le dire ? Non, parce que j'avais la chance d'avoir une passion plus grande encore pour la musique et pour le coup tout ce qui était espoir de vivre un jour mes rêves, je l'ai mis dans la musique et ça pour le coup c'était accessible. Tu m'as mis fort, toi, tu m'as mis fort, toi. La tout m'a mis hors de moi. La soirée fait 30 nuits, maintenant faut qu'on sorte de là. Tu m'as mis fort, toi, tu m'as mis fort, toi, tu m'as mis fort, toi. Tu es fan d'une équipe américaine, raconte-nous. Oui, je suis fan des Detroit Pistons parce que en gros ma famille qui est d'origine arménienne, on quasiment tous quitté Istanbul dans les années 70 et j'ai un oncle qui est allé à Détroit et qui nous envoyait quand on était petits des colis avec des fringues Detroit Pistons, donc des jackets, des t-shirts et des pantalons. Moi je pensais que c'était une marque les Pistons quand j'étais petit et une année ils nous ont envoyé une vidéo, donc une cassette vidéo des bloopers de la NBA avec des images best-of de l'équipe des Bad Boys de Détroit. C'est l'équipe de Detroit Pistons mais des années 80 où vraiment ils se castagnaient un peu avec les gens et puis il y avait un vrai esprit d'équipe et je me suis dit ok, je crois qu'en fait c'est l'équipe que je vais suivre
Plus tard, il y a eu Grant Hill qui a été drafté, et donc pour moi, c'était le nouveau Jordan. Et quand j'avais 20 ans, qui est l'âge le plus important pour un supporter, ils ont été champions. Et donc là, je pleurais devant ma télé. Ça a scellé le sort les Pistons, c'est à vie pour moi. Passion discrète avec Bintili Diallo. Le basket, ça te fait quoi? Ça te permet de lâcher le mental? Où est-ce que tu mets ça dans ta vie? Alors, ça a une place très particulière parce que, en gros, je pense qu'on a dû te poser la question et peut-être que les auditeurs, on leur a posé aussi la question, quelle est ta série préférée? Et c'est très dur de répondre à cette question. Moi, c'est très facile, c'est la NBA, ma série préférée. C'est une série vivante, donc c'est comme une télé-réalité, mais c'est une ligue fermée aux États-Unis dans laquelle il y a globalement entre 360 et 420 joueurs. Donc, tous les ans, il y a des nouveaux qui arrivent et tous les ans, il y en a qui partent. Mais les équipes sont les mêmes, le décorum est le même. Il y a toujours beaucoup de dramaturgie autour de la NBA, des transferts, des blessures, des victoires à la dernière seconde. Et donc, c'est la série que je regarde tous les ans depuis que je suis minot, surtout depuis que c'est télévisé et qu'on peut regarder, parce que j'ai quand même 40 ans, donc j'ai connu juste des matchs le mercredi avec Georges Eddy, notre grand Georges Eddy national. Et maintenant, je peux regarder tous les matchs que je veux avec le NBA League Pass. Donc, du coup, ça prend une place prépondérante dans ma vie parce que c'est ma récréation. Georges Eddy, c'était le commentateur de la NBA sur Canal+. Oh là 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 là! Repasse! Boum! C'est caviar time! Regardez! Il tient le ballon comme une pamplemousse! La NBA arrive sur Canal+, si je dis pas de bêtises, fin des années 80, vers 85-86. En fait, il fait des résumés au début et puis après, il commence à avoir une licence pour commenter les matchs et les finales sont diffusées sur Canal+ en direct. Et donc, nous, on enregistre avec le magnétoscope les finales. Le magnétoscope, c'était là où on mettait les cassettes pour enregistrer ce qui se passait à la télé pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et on pouvait programmer l'horaire. Donc, les matchs étaient à 2h du matin. On programmait 2h du matin et on mettait une cassette qui durait 3 heures. On savait qu'on avait l'intégralité du match, sauf s'il y avait beaucoup de prolongations. C'est des cassettes que j'ai regardées, re-regardées. Je connaissais les matchs par cœur de toutes les finales. Et Georges Eddy, c'était la voix du basket. C'était qui tes modèles quand tu étais jeune? Mon joueur préféré, qui était mon modèle, c'était Dennis Rodman, parce que c'était quelqu'un qui était pas fait pour le basket à la base, qui a travaillé dans un terminal d'aéroport et qui a eu une vie pas facile du tout, avec des abandons familiaux, avec une sœur qui était plus grande que lui et plus forte que lui au basket. Donc du coup, il savait pas du tout s'il allait faire ça. Et finalement, en fait, la rage de vouloir réussir l'a emporté et il a fait des très bonnes années universitaires. Il a été drafté par les Pistons, mais vraiment très tardivement. Et là-bas, ils l'ont accueilli comme une famille. Et en fait, il a travaillé. Il n'a pas forcément beaucoup de talent à la base, mais il a travaillé et il a développé un espèce de sixième sens pour le rebond et la défense. Ce qui fait de lui, pour moi, l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire, les plus singuliers de l'histoire de la NBA. Et ça a été vraiment mon modèle. Ouais. Tu t'identifies à son parcours en tant que musicien, je crois. Je m'identifie à lui parce que je pense que je n'ai pas le talent, j'ai pas l'oreille absolue, machin. Mais de toute façon, c'est pas que j'y crois moyen, mais je pense que ça se travaille. En fait, tout se travaille. J'avais pas accès à tout ça. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier groupe et que je voyais des gens avec des guitares, des batteries, j'ai commencé à jouer de la guitare, de la batterie. Et je me suis dit, si je veux, je peux, il faut vraiment que je bosse comme un dingue. Et après, effectivement, un peu comme Dennis Rodman, j'ai eu une bonne météo, j'ai eu aussi de la chance, parce que c'est aussi beaucoup de chance, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de te faire repérer au bon moment dans ta vie. Mais ouais, Dennis a été toujours un modèle de me dire, on n'est pas tous Michael Jordan. Voilà, il y en a qui le sont. Stromae est un Michael Jordan, par exemple. Pomme est un Michael Jordan. Moi, je suis un Dennis Rodman. Voilà. Jusqu'à 13h, Passion discrète. Move. Est-ce que tu avais des modèles français? Il y avait un joueur que j'adorais qui s'appelait Mustapha Sonko. Et sinon, je dois dire que je suis très très patriote. Le premier joueur, Tariq Abdul-Wahad, moi, m'a donné des ailes dans les années fin 90. En plus, ils étaient de Maison Alfort, ma famille est à Alfortville. Donc, il y avait un espèce de truc où j'étais là, oh là là. Donc, c'est possible vraiment d'aller en NBA. Évidemment, Tony Parker et toute l'épopée des Spurs. Et aujourd'hui, Victor Wembanyama, évidemment, c'est un modèle, surtout parce qu'il a une maturité que j'ai rarement vue dans le sport. Quand tu joues, toi, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Un lâcher-prise. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais de la guitare, je suis assez concentré. Je dis pas que je suis pas concentré quand je joue au basket, mais je suis très relâche. Ça utilise pas du tout les mêmes parties de mon cerveau. Et donc du coup, il y a une espèce de dopamine directe qui monte et qui est très très plaisante. Mais même si je joue à un très petit niveau, le plaisir de jouer, pour moi, c'est pas le plaisir de gagner, c'est le plaisir de jouer. Est-ce que tu dirais que le basket, ça t'a inculqué des valeurs de respect, d'entraide? Alors c'est sûr. Moi, je suis un joueur d'équipe. Je suis pas du tout un soliste. Je suis pas du tout
un tennisman dans l'âme. Je suis vraiment un basketteur qui connaît sa place. Je sais que je suis pas Michael Jordan, je suis pas Scottie Pippen. Je suis un peu plus effacé, un peu plus à côté. C'est en équipe qu'on gagne. Quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des posters de joueurs dans ta chambre? J'avais un poster de Sepultura à côté d'un poster de Kobe Bryant. J'adorais Kobe Bryant, vraiment. Vraiment, ma génération l'a vraiment vu arriver et l'a vu partir. Donc ça a été le premier joueur l'un des premiers joueurs où on a fait le début, la fin. Tu parlais de Kobe Bryant, tu as écrit un livre, raconte-nous, il y a une histoire de partenariat. Oui, en fait, il y a un média en France qui s'appelle Rivers et ils ont fait un MOOC, c'est-à-dire un mélange entre un magazine et un book. Et l'année où je joue la Marseillaise pour le premier match NBA en France, eux me disent qu'ils veulent faire un MOOC sur Kobe Bryant qui est mort donc 2 jours après ce match à Paris et ils aimeraient bien que je sois rédacteur en chef de cette édition-là. Et donc on a travaillé ensemble main dans la main sur les articles, sur plein de trucs. C'était passionnant. Vraiment, c'est des gens que j'adore et ils méritent d'avoir une audience encore plus grosse. Quand tu penses basket, tu penses à quelle bande originale? C'était quoi les sons que t'écoutais quand t'étais ado et que tu jouais? J'assimile le basket. Alors Dennis Rodman était fan de Pearl Jam. Donc j'ai beaucoup écouté de Pearl Jam en faisant du basket. Et sinon, évidemment, moi je suis génération Eminem, Dr. Dre, etc. Donc 50 et tout. J'écoutais beaucoup de rap aussi en faisant du basket. Après, je t'avoue que vu que je fais de la musique dans ma vie, j'essaye de moins possible d'avoir de rapport entre la musique et le basket. J'essaie vraiment de scinder les deux. Alors un jour, tu as allié tes deux passions. Tu as joué la Marseillaise avec une guitare électrique devant Michael Jordan. Faut nous raconter. C'est les gens d'NBA Europe qui m'ont appelé et en fait ça mélangeait donc effectivement mes deux passions. Alors au début j'ai dit oui tout de suite et en fait au bout d'un moment je me suis dit est-ce que je fais pas une grosse bêtise parce que il peut tout arriver dans ce genre d'événement, une coupure de son, un malaise, des fausses notes en cascade. Je suis tout seul avec une guitare au milieu de Bercy filmée dans le monde entier donc c'est compliqué et après, je me suis dit, non, mais en fait, ça peut être le pire souvenir de ma vie, mais ça peut être aussi le plus beau souvenir de ma carrière musicale. Le jour même, il y avait Nicolas Batum qui était là, qui jouait pour les Charlotte Hornets à l'époque, qui m'a dit, le patron te regarde. J'ai regardé en face de moi, et effectivement, dans une loge, il y avait Michael Jordan qui me regardait. Alors c'était la cerise sur le gâteau parce qu'il y avait tout le PSG qui était au premier rang. Deuxième rang, tu avais tout ce qui était les ministres, Jamel Debbouze, Omar Sy, etc. Tu regardais derrière, il y avait Karim Abdul-Jabbar, haute légende du basket, Del Curry, Muggsy Bugs, enfin plein de joueurs extraordinaires. En fait, mon public, c'était toutes mes passions réunies en un. Enfin, c'est comme un rêve, mais qui aurait pu être un cauchemar, en fait. Et en fait, j'ai été tellement propulsé par l'adrénaline que j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire. J'étais hyper fier de moi, hyper content de la prestation. Et ça reste, encore aujourd'hui, le meilleur souvenir de ma carrière musicale. Est-ce que tu as pu rencontrer Michael Jordan? Alors non, et je pense que très peu de gens ont pu le rencontrer. J'ai même pas cherché à le faire. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a des gens, un peu comme Dennis Rodman, où j'ai pas envie de les rencontrer. Voilà, je suis content. Pour moi, c'est des super-héros, c'est des héros Marvel, c'est mes héros Marvel à moi, je veux pas les rencontrer. T'as fait un match un peu particulier, j'ai vu avec Orelsan, Giorgio, c'était quoi ce match? On avait fait un match... c'est sur YouTube, je crois. Il y avait Kian, Giorgio, Orelsan. Je t'avoue que c'est assez flou, je me souviens plus très bien. Je sais qu'on s'était marré à le faire. J'ai pas de grande anecdote sur ce truc-là. Par contre, on m'avait appelé pour faire cette année le match des célébrités à Bercy. Et donc ça, c'était impressionnant parce que du coup, j'ai joué sur le terrain, sur un vrai terrain NBA. Et j'étais coaché par Jalen Rose, qui est une légende du basket et surtout un énorme fan des Pistons parce que c'est un mec de Détroit. Une légende de l'université Michigan. Et donc être coaché par Jalen Rose sur un terrain NBA, là vraiment pour moi le goal était atteint, quoi. Est-ce que tu fais un lien entre la musique et le basket? Pour être tout à fait honnête, la musique, on gagne toujours. Quand on se retrouve face à 2000, 4000, 5000 personnes, peu importe, à partir du moment où on a notre instrument et qu'on fait notre truc, on gagne quoi qu'il arrive, alors que le basket, il y a vraiment cet aspect compétitif où on peut perdre. Les bonnes valeurs que je retrouve dans les deux, c'est que moi je trouve que chacun a sa place et que c'est en équipe qu'on gagne. On gagne jamais solo. Quand est-ce que tu penses arrêter de jouer? Est-ce que tu vas prendre ta retraite un jour de basketteur? Vu que j'ai le même âge que LeBron James, quand LeBron arrêtera, peut-être que je me poserai la question. Clairement, j'arrêterai le jour où mes genoux répondront plus. Je pense comme tous les gens de ma famille qui ont arrêté, c'est à un moment, tu peux plus
Et je sais que je vais avoir une phase un petit peu dépressive, entre guillemets. Le jour où je pourrai plus lever les bras ou alors mes genoux me suivront plus et je pourrai plus jouer. Ça, c'est sûr. Si on doit résumer ta passion discrète pour le basket, elle est où dans ta vie ? C'est tous les jours, ça fait partie de toi ? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, j'écoute tous les podcasts qui se font sur le basket aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle All the Smoke que j'adore et qui diffuse quasiment de façon quotidienne du contenu. Et il y a donc Rivers dont je parlais qui font une quotidienne tous les jours qui s'appelle le CQFR. Il y a mes amis de la First Team, de Trash Talk. Donc vraiment, il y a du basket tout le temps et ça me sort vraiment. N'oublions pas quand même une chose, c'est que on vit dans le pire monde dans lequel j'ai jamais vécu moi personnellement. Je me rends compte que j'ai de plus en plus besoin de basket. C'est que j'ai jamais autant été à la page de ce qui se fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, c'est juste parce que le monde autour de moi, c'est beaucoup trop déprimant. C'est la pire version du monde que j'aurais pu imaginer il y a 20 ans. Donc vive le basket. Vive le basket. Et faisons en sorte que ça change. J'aimerais bien que le basket soit moins important dans ma vie et que le monde se porte mieux. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Merci à Wax d'être passé dans Passion discrète. Je vous conseille son dernier album de duo qui s'appelle Étincelle. Il rencontre M, Ben l'Oncle Soul ou encore IBI. Et il vient de sortir une reprise de Et si tu n'existais pas avec la chanteuse Loubiana qui était venue nous parler d'astrologie dans Passion discrète. Je ne serais qu'un pas.